Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus spécial, puisque nous tournons ce mercredi 4 décembre 2019, circonstances atténuantes oblige, nous allons revivre ici sur le plateau le premier match de groupe C de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 entre la Renaissance sportive de Berkane et Usaï Football Club. Cette rencontre s'est soldée par la défaite des universitaires 3-0 en déplacement sur le terrain municipal de Berkane. Les coulisses de cette rencontre ici en plateau avec mes invités. Et nous allons parler également de la Ligue africaine des champions, les résultats de la phase de groupe ou de la première journée des matchs de groupe de cette compétition aînée ou que la grande sœur de la Coupe de la Confédération. Également, nous allons dire un mot sur le Ballon d'Or France Football 2019 décerné ce lundi 2 décembre 2019 au Pulga. Bien sûr, le prodige argentin a remporté son 6e Ballon d'Or et écoutez, c'est le football et donc voyez, il faut accepter ça comme ça. Bonsoir à nos amis internautes. Et à travers cette distinction, Messi entre davantage dans l'histoire de cette distinction qui a été créée par le magazine français France Football depuis 1956. Également, le Bénin a entré ce mardi dans la phase active de ce mémorandum d'entente signé le 10 janvier dernier par le président de la Fédération internationale de football, association FIFA, Gianni Infantino, lors de sa visite officielle au Bénin avec le gouvernement béninois. Les modalités de mise en œuvre de cette convention a été débattu lors d'une séance de travail avec une délégation de la FIFA. Nous allons vous faire le compte rendu de cette séance. Karl Kitome. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes fidèles de Sport Plus. Nous sommes encore en rendez-vous pour partager avec vous ces instants sportifs quand même avec cette émotion que Usaï Football Club a commencé à créer et que nous espérons pas durer longtemps. Oui, pour que l'émotion, les sensations données par les poulains du coach Richard Biot continuent, il faut que le public se déplace déjà massivement le dimanche prochain au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour soutenir le représentant béninois contre le club congolais Daring Club Motema Pembe. Mais avant, Usaï Football Club s'est déplacé ce week-end sur le stade municipal de Berkane pour affronter la Renaissance sportive de Berkane, finaliste de la dernière édition. On peut considérer que la logique a été respectée. 3-0 au finish pour les Renaissants. Exactement, quand vous voyez un peu déjà la carte de visite de ces deux formations, Renaissance Berkane, c'est bien sûr l'équipe finaliste de la dernière édition. Cette équipe également dans ses rangs des joueurs expérimentés. On ne parle plus de Alain Traoré. Celui qui a fait du mal à Marcel Dandieno et c'est coéquipé avec deux passes. Cette passe délivrée. Oui. Et donc écoutez, quand vous suivez aussi un peu la rencontre, c'est déjà la mi-temps, c'est 2-0. Ce n'est pas une excuse, tout ce qu'on dit. Le football, ça arrive. Même Zamalek en a pris 3 sur le TP, Mazembe va revenir tout à l'heure. Donc pour moi, c'est un épiphénomène qu'ils avaient à prendre 3 buts. Seulement que c'est un dur apprentissage parce que c'est le premier match disputé dans la phase de groupe. Et donc quand on entre comme ça dans la compétition, ça fait un peu mal. Et donc seulement que je sais que cette équipe c'est ce en quoi elle s'est engagée. Donc c'est pas cette défaite là qui va l'effrayer. Ok, cette défaite en match inaugural de la phase de poule, est-ce que ça va peser un peu lourd au décompte final? Il se pourrait que ça pèse lourd au décompte final, mais moi je tiens à noter 2 choses. La première chose, c'est que les Marocains avaient vraiment à cœur de battre Usaï FC, dans la mesure où déjà il faut vous rappeler qu'à la CAN, le Bénin a fait mal au Maroc.
Donc ils n'ont pas oublié ça. Et quand ils suivent un peu le parcours des AE dans les phases précédentes, ils se sont forcément rendus compte que c'est une équipe qu'on ne connaissait pas, mais qui pouvait faire très mal. Donc, avec ces critères-là, ça veut dire qu'ils étaient venus avec une intention ferme d'en découdre avec les Béninois et de les battre avec le maximum de buts possible. Et ça leur a marché. Et je crois que c'est une défaite, mais je me suis dit, bon, enfin, Esaü Football Club est tombé une fois. Et cette chute-là, c'est une chute qui doit permettre à Esaü d'aller de l'avant. C'est une chute qui va permettre à Esaü, aux joueurs de Esaü Football Club, de se rendre compte qu'ils ne sont pas encore au sommet. Ce n'est pas encore la fin du monde. Ils ont fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Il y a encore une marge de progression à avoir. Et s'ils prennent cette défaite de cette façon, je crois qu'ils vont sortir de cette poule et aller très loin dans cette compétition parce que quand je les observe, je crois qu'ils ont les moyens de le faire et ils ont l'envie de le faire. Mais s'ils étaient là à faire des nuls, ils vont faire nuls jusqu'à la fin, ils n'auront rien. Mais cette défaite doit les réveiller le staff, réveiller l'équipe, réveiller tout le monde. Et je crois que ça doit être pour le bonheur de cette équipe. L'essentiel, c'est de ne pas penser qu'ils ont sombré. C'est une étape. Et puis, je crois que les Esaü Football Club, à partir de cette défaite, se donnent les chances d'aller un peu plus loin dans cette compétition, d'envisager les autres matchs dans un autre état d'esprit, savoir que chaque seconde est à gagner et chaque ballon est à gagner si on veut en finir. Parce qu'il faut observer un peu le match. Ils n'ont pas été ridicules, mais il y a eu des erreurs défensives. Nous allons revenir tout à l'heure sur quelques statistiques notées lors de ce match entre les Renaissants et les universitaires béninois. Et nous vous invitons à revivre quelques moments forts de cette rencontre. So it's Berkane of Morocco against Beninese club ESAE FC in the first match of Group B of this CAF Confederation Cup. And we're underway here in Morocco at the Municipal de Berkane, the home side in their famous orange, trying to fashion an opportunity. The strike comes in. El Elali does well, and it's a beautiful backheel attempt. Compatriot Alan Traore as El Elali this time goes himself. I think the ball's gone out before the side-footed effort. Quick ball by Traore. In behind here's Crush, and it's a fabulous opening goal. Well, finally they've made the pressure count, and Zaid Crush touches the badge. Sektui and it's Koji's goal, but it's proving a challenge, and Traore now with a brilliant ball in, and it's 2-0. ESAE on the attack, but that left spaces in behind. Has fluctuated more on the continent. Well, it is a first real better ball for Aziz. Needs some quality. Finds it. Excellent save to deny a second. Comes away with it last year down the line. Ball clipped across. Oh, it's a brilliant effort from would be some level of success for ESAE, but they could be in trouble here. Well, they could have been. Aziz swings it in, and it's an easy finish for the substitute. What an introduction for 20-year-old Otoara. Finalists from last edition. And Berkane are worthy winners by 3 goals to 0. À Nouakchott, en première période, on pouvait noter comme statistique 14 tirs côté marocain et une seule frappe côté béninois, 5 cadrés de l'autre côté, 0 ici, 67% de possession de balles contre 33 pour les béninois, 239 passes réussies pour les Marocains contre 133 pour les Béninois, 83% de précision de passe contre 62%, 4 fautes pour les Marocains, 13 pour les Béninois. Cela traduit en quelque sorte que Esaü a subi un peu. Vous pouvez ajouter également 7 corners et seulement 2 pour Esaü. Oui, c'est la fin. Sinon, en première période, ça avait 4 corners pour les Marocains et un seul pour les côté Esaü. Et 2 situations
irrégulière d'un jeu pour les Marocains contre 0 pour les Béninois. Et il faut dire, en 6 minutes, Eusaheu a perdu le fil du match en première période. À la 26e minute et à la 32e minute, les Marocains ont corsé l'addition. Écoutez, dans les matchs surtout à de ce niveau, une petite hésitation, ça vous coûte cher. On a vu sur certains matchs où, quand vous avez des attaquants tranchants, des gens qui peuvent vous donner. En fait, dans le football, c'est la dernière ou l'avant-dernière passe. Quand vous avez quelqu'un qui peut le faire, Alain Traoré a su faire. Et donc, souvent, le but, c'est le passeur. Donc, si vous avez des gens comme ça, les mondes erreurs, il faut les éviter. Donc, quand vous encaissez, ce qui n'est pas arrivé avec durant toute la compétition, les préliminaires. Et même ce score-là, ou cette défaite de 3-0, il faut remonter à très longtemps. Ce que je dis même dans cette compétition-là, au fait, il n'a jamais encaissé en première mi-temps. Ça a dû faire paniquer également les enfants. D'accord? Ils ont encaissé. 40 minutes, 40, vers la fin de la première. Avant la demi-heure d'un match, ils n'ont pas encaissé. Et donc, quand vous encaissez comme ça, 26e minute, on se dit, mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Et que vous étiez, il faut le dire, hein, quand vous jouez dans un match où vous êtes à 33% de possession et que l'autre équipe a pratiquement le double de ce que vous faites, et le nombre de passes, 239 contre 130, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'on encaisse, à ce moment-là, il y a un peu de doute. Et c'est le doute là que cette équipe n'a pas pu gérer, qui a occasionné le second but avant la pause. La pause. Donc forcément, Eusaheu a été douché de façon froide comme ça, et ça a dû les perturber. Donc, comme le disait Karl, c'est toujours intéressant de commencer comme ça, parce qu'on se dit, attention, on n'y est pas encore. Et pour finir avec ces statistiques, en seconde période, on a noté que juste à la 75e minute, que les poulains de Richard Biot ont contenu les assauts des renaissances sportives de Berkane. Et on notait en ce moment 343 passes pour les Marocains contre 209 pour les Béninois. Mais pendant le dernier quart d'heure, Eusaheu n'a effectué que 60 passes. Et pendant ce temps, les autres ont pratiquement doublé le nombre de passes, allant jusqu'à 448 passes. Écoutez, lorsque vous êtes déjà à 2-3-0, non, 2-0. À 2-0 dans un match comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester dans son camp pour limiter les dégâts. Donc forcément, les passes, lorsque vous allez voir les passes sur le match, ce n'est pas dans les 20 derniers mètres de Eusaheu. Il y a des passes, disons, inutiles même qu'il faut faire pour conserver la balle. Si on ne va pas dire inutile, ce sont des passes pour pouvoir faire dormir l'adversaire, des passes dans le milieu de terrain. Et donc, les passes, c'est bien dans le match. Mais les passes sont faites où? Est-ce que c'est dans le petit 4 de Marcel Dandinou? Ce n'est pas le cas. Donc, toujours est-il qu'ils ont encaissé un troisième but. Mais il ne faut pas aussi oublier que la fatigue peut être là. Il ne faut pas aussi oublier que la météo peut être là, parce que lorsque vous quittez 30 surtout à Cotonou aujourd'hui, où on oscille autour de 29-32 degrés, et que vous allez pratiquement dans un pays où c'est la moitié, 16 degrés ou 18 degrés, écoutez, vous pouvez avoir vous acclimater. Ça déteint sur les performances, et dans les 15 dernières minutes, la fatigue va vous noyer. C'est une logique physiologique. Cette défaite est déjà désormais derrière Eusaheu Football Club. Il faut se pencher sur l'avenir, et l'avenir, c'est déjà ce dimanche avec cette rencontre face au Daring Club Motema Pembe de la RDC, qui a été tenu en échec 1 but partout sur ces installations. Oui, mais Eusaheu Football Club aura un autre sacré client le dimanche prochain, parce que quand on observe un peu le football congolais de la RDC, on se rend compte qu'à l'intérieur, le championnat il est très bon, et suite les compétitions africaines, c'est des gens qui ont des performances remarquables, ce qui veut dire que le Daring Club est du niveau de la Renaissance Berkane. Donc il faudrait batailler dur, c'est en corrigeant les erreurs du Maroc seulement que... Niveau organisationnel ou niveau sportif?
je parle à tout point de vue parce que c'est des clubs très sérieux. Je sais qu'en RDC, il y a des joueurs professionnels qui vivent pleinement de leur football, qui n'ont même pas besoin d'aller quelque part, ça veut dire. Et ils font venir des joueurs étrangers, les Sud-Africains, les Zambiens. Il y a plein de joueurs qui font venir. Il y a scène locaux et qui vivent pleinement leur carrière en RDC sans problème. Ça veut dire que sur le plan organisationnel, c'est déjà très bon. C'est des gens qui on voit leurs résultats. Oui, on voit leurs résultats. On ne va pas trop s'attarder sur ça. Et quand on voit un peu l'opposition que le TP équipe a fait au TP Mazembe qui a balayé Zamalek, on se rend quand même compte que c'est un sacré client. Et ils ont intérêt à corriger les erreurs du week-end passé pour espérer un bon résultat. Et corriger les erreurs du week-end passé, c'est être plus présent en défense. Surtout ça, parce que c'est surtout là où ça a flanché, donc être plus présent en défense et être bien organisé au milieu du terrain pour que le jeu ne repose pas trop sur la défense. Et là, Marcel Danjinu sera soulagé. Il pourra vraiment démontrer son talent. Non seulement ça, c'est ce que je a vu prendre 3 buts du côté de Berkane, c'est parce que dans les contre-attaques, ça n'a pas réussi. Parce que lorsque vous jouez en bloc bas, il faut compter sur les contre-attaques. Et ça, ils doivent pouvoir travailler là-dessus. Lorsque vous avez juste 133 ballons, passes effectués, c'est que peut-être que c'est sur le dégagement. Vous avez laissé la balle à l'adversaire. Donc, quand vous avez un ballon, 1, 2, 3 passes, vous devez pouvoir vous projeter dans le camp adverse et pouvoir tirer au but. On a vu, comme cela s'est passé à Thiès. On a vu les statistiques. 4 frappes. Juste une frappe cadrée. Ça veut dire qu'ils n'a pas pu bien exploiter ces matchs, les mondes d'occasion. Donc il faut corriger surtout cela et pour que celui qui sera en pointe là, même si ce n'est pas une occasion, une demi-occasion, pouvoir la convertir. Parce que mettre un but, c'est déjà mieux se défendre parce qu'on sème le doute dans la tête. Oui, parce que lorsque vous marquez, l'équipe va se dire donc forcément une bonne organisation défensive, que le milieu puisse vraiment contenir les autres et que maintenant les attaquants, ceux qui seront en point, puissent faire le job, mettre en tout cas la moindre occasion doit devenir un but et là je crois qu'ils allaient pouvoir faire un bon score. Mais lorsque après 3 tours on a caissé un seul but et c'est lors de la phase de groupe, à l'entame de cette phase de groupe qu'on encaisse 3. Du coup, est-ce que cela ne va pas un peu jouer sur le moral, surtout du dernier rempart, Marcel Danjinu, qui a sauvé cette formation universitaire à plusieurs reprises? Écoutez, c'est une compétition, je l'ai dit tout à l'heure, Zamalek, le grand Zamalek, on a pris 3. Si le Zamalek là aussi va dire c'est fini, la compétition, ce n'est que la première journée. C'est vrai, prendre 3 buts en un match, alors que sur 6, vous n'en avez plus qu'un seul, ça peut faire un peu douter. Seulement que le niveau de la compétition est autre chose. Ne l'oublions pas. Sur les 16 équipes, d'accord, qui sont reversées à ce niveau de la compétition, seulement 4 ont pu résister. D'accord. Génération Foot était au niveau des barrages, ils sont éliminés. Et donc ça veut dire que toutes les équipes qui sont là ont un niveau très très excellent. Donc c'est pour moi, je dis que la compétition, ce n'est pas pour les petites nations. Donc toutes les équipes qui sont là sont des équipes de très haut niveau. Donc oui, Esaïe va pouvoir faire ce qu'il peut. Et donc Marcel Danjinu, je sais qu'il est déjà professionnel, il est encore en équipe nationale. Ce n'est pas parce qu'il a pris 3 buts qu'il va rester à Berkane, qu'il est déjà à Cotonou. Il sait que le match prochain, c'est un autre défi et que la prestation que Esaïe aura sur ce match va déterminer si cette équipe-là va se qualifier pour le second tour ou pas. Oh, et un mot pour conclure ça, mais avant votre intervention, il faut préciser à nos chers amis internautes que la rencontre du dimanche prochain contre Daring Club Moutima PMB au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo va démarrer à 14h heure béninoise. Il faut dire que c'est une heure inhabituelle pour les férus du football au Bénin. Ils sont habitués à aller au stade à 16h pour suivre les rencontres, mais exceptionnellement, comme ce fut le cas contre la Sierra Leone la dernière fois pour les écuries du Bénin, ça va rentrer progressivement dans les habitudes parce que, au fait, rapidement, aujourd'hui, nous sommes sur l'échiquier du football où on est obligé de faire avec les calendriers
internationaux. On est obligé de faire avec les exigences du business, oui, du foot business aujourd'hui. Effectivement. Oui, Carl Kitome. Oui, mais je dois dire que les AF Football Club a quand même besoin de savoir parler à ses joueurs. Parce qu'après le match de Berkane, aujourd'hui, il faut savoir dire les mots qu'il faut aux joueurs pour les remettre en confiance. Parce qu'encaisser 3 buts, ça peut faire perdre confiance. Donc, il y a un travail psychologique très important qu'il faut faire à leur niveau pour qu'ils puissent vraiment retrouver leur football et qu'ils sachent qu'ils vont monter d'un cran pour espérer conserver leur chance de sortir de cette poule-là. Et donc, au-delà de tout ce qu'ils vont faire sur le terrain, les entraînements et tout, il faudrait forcément que ceux qui peuvent les préparer psychologiquement puissent apporter vraiment les éléments qu'il faut pour leur permettre de revenir, de redevenir eux-mêmes et que le dimanche, ils puissent être performants et se transcender. Dans l'autre match du groupe, comme je le disais tout à l'heure, DC Moutima Pembe de la RDC a été accroché sur ses installations au stade des Mati de Kinshasa par Zanaco FC de la Zambie. Une équipe qui a été réduite à 10 en plus. Un but partout. Il a été réduit à 10 Zanaco. Et pourtant, mais il faut dire que c'est cela qui a permis à Daring Club de recoller au score, puisque c'est depuis la première mi-temps que l'équipe congolaise a été menée au score. Il faut simplement dire que les universitaires sont prévenus. Dans le groupe A, rapidement, Enugu Rangers a été battu à domicile, oui, par Pyramide FC. Et qui avait sur le banc Salissou Youssouf, le coach adjoint de la sélection nationale du Nigeria. C'est vrai, il avait un train de problèmes avec la corruption. Voilà, c'est lui qui était sur le banc pour son premier match. Donc il a pris 3 buts à domicile. Oui, 3 buts à 1, score final dans cette rencontre avec un carton rouge pour les Nigérians sur leurs installations. L'autre match du groupe FC Nouadhibou 2, Al-Masri d'Égypte 3. Les Égyptiens ils ont volé cette victoire à la fin du match parce que Nouadhibou pensait quand même avoir déjà fait un bon résultat, c'était garanti un point et puis tac. Les Égyptiens ont eu la chance, ils ont bien joué quand même un coup et puis bon, ils ont remporté. Très bon coup joué. Ils ont remporté le gain de la rencontre et les Mauritaniens vont s'en remettre à eux-mêmes. Et c'est encore un travail psychologique qu'il faut pour rester concentré jusqu'à la fin. Oui, du début jusqu'au coup de sifflet final. Dans le groupe B, Al-Nasr de Benghazi, un but partout contre Choliba AC de Bamako de Jérôme Bono Agossa, un joueur que vous connaissez très bien. Oui, c'est un ancien joueur. Le numéro 10 des Maliens. Oui, c'était un ancien joueur de l'ASPA qui est également rappelé en sélection nationale. Voilà, donc il fait partie. Il a progressé, on peut le dire ainsi. Oui, il fait partie de la jeune génération des footballeurs béninois qui émergent ces derniers temps. 0 but partout entre Bit-Vest 8 et Oroya AC de la Guinée-Conakry. Oroya qui a dans ses rangs un certain Aristide Bansé. Ah, effectivement, Aristide Bansé qui n'a pu trouver la faille pour battre le gardien sud-africain. Dans le groupe D, FC San Pedro 0, Paradou AC de l'Égypte et de l'Algérie plutôt 0. Et enfin, Hassania Agadi du Maroc a battu Eimba Daba du Nigeria 2 buts à 0. La prochaine journée, c'est ce week-end en Ligue africaine des champions. Arnaud Akapo, vous l'avez annoncé tout à l'heure, le vainqueur de la Coupe de la Confédération 2019 a été trayé en déplacement à Lumumbashi par le tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant reste tout-puissant. Ah ouais, surtout que c'est à domicile pour les Corbeaux de Lubumbashi. Ils n'ont pas lésiné, surtout grâce à Jackson Mouleka, double buteur dans ce match. Et donc il y avait aussi Trésor Poutou. J'ai été très émerveillé de le retrouver à ce niveau malgré son âge et tout le temps qui s'est passé. Il a quand même fait une bonne démonstration. Les Corbeaux l'ont emporté tout simplement 3 buts à 0. Je crois que c'est toujours bien pour le moral de cette équipe qui en temps avait des difficultés. Zesco
Mais il faut noter que leur président était dans les tribunes, c'était déjà très bon pour leur moral. Surtout qu'ils avaient sur la visite de Gianni, 80 ans d'existence. Je crois que c'était le meilleur moyen de célébrer cet anniversaire. Oui, le mercredi dernier, le tout-puissant Mazembe a célébré avec Fast aussi, pour le dire. Parce qu'il a invité le président du football mondial. Ouais, et aussi, il chausse les crampons en plus. En plus, il y a aussi l'autre qui était là, le président de la Maison Blanche qui était également là. Ils ont aussi annoncé la Maison Blanche. Oui, bien sûr, il était aussi dans la semaine. Ça se comprend puisque la FIFA a créé récemment une association des clubs de football, une association mondiale pour les clubs de football que préside Pérez. Oui, Florentino Pérez. L'autre maillot de Mazembe, sont vice-présidents. Donc c'est normal que tous ceux-là se retrouvent du côté de Lubumbashi pour célébrer les 80, souffler les 80 bougies du club du TP. Voilà. Oui, dans le groupe du TP, le groupe A, Zesco United est allé chercher le point du nul en Angola face à Primeiro. Dans le groupe B, El Hilal du Soudan. Ah oui, ces Soudanais ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents à cette étape de la compétition. C'est vrai que l'équipe nationale, la sélection nationale du Soudan, composée essentiellement de ces joueurs-là. Donc Al Hilal est toujours là. Et l'autre, comme on demande des fois des développements, Al Hilal est là. Et donc ils ont remporté le match. 2-1 face à FC Platinum. C'était aussi un doublé pour Mohamed Al-Daï du côté de Al Hilal. Étoile sportive du Sahel dans le même groupe face à Al-Ali du Caire. Carton rouge pour les Égyptiens, 1-0 pour les Tunisiens. Carlos Quito. Oui, mais je crois que ça c'était vraiment un match au sommet parce que c'est des clubs qui depuis 15-20 ans font toujours parler d'eux, sont toujours là en demi-finale, en finale. Ces deux clubs ont gagné aussi bien la Ligue des Champions que la Coupe de la Confédération dans ces 10 dernières années et se sont déjà vus au niveau de la Super Coupe. Donc c'est des clubs qui sont présents, qui sont au sommet du le baromètre du football au niveau du club en Afrique. Donc c'est un match au sommet, c'est un régal. Il faut quand même souligner que les deux clubs du Caire ont perdu lors de cette première journée. Zamalek qui a pris 3-0 et puis le Al-Ali c'est un peu la première journée, comme on le dit, c'est des gens qui savent faire du chemin. USM Alger dans le groupe C a été tenu en échec par Wydad de Casablanca, 1-1 partout. Et enfin, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud a battu Petro de Luanda 3-0. Encore un autre score fleuve lors de cette première journée des matchs de groupe de la Ligue africaine des champions Total CAF 2019-2020. Et nous restons en football pour parler cette fois-ci. Je pense qu'il reste deux résultats. L'Espérance de Tunis sera à 2-0. Oui, il reste c'est compte tenu de la durée que la réalisation nous accorde pour cette émission spéciale. Sinon, les internautes aurait constaté sur le tableau ces deux résultats. JS Kabylie pour son retour qui a battu l'AS Vita Club de la RDC 1-0 alors que Raja de Casablanca a été surpris à domicile par le champion en titre Espérance sportive de Tunis 2-0. Et nous revenons au Bénin pour parler du championnat. Esaü défait sur le continent, Esaü garde le sourire au pays. Même sans avoir joué, Esaü garde les commandes de la première division avec 13 points parce que les clubs qui étaient derrière ont failli. Aspa qui a été séché par la lanterne rouge Dynamo à Paraco 2-1. Aspa qui était mené 2-0 avant de réduire la marque avant la mi-temps. On pensait encore à une remontada, mais ça n'a jamais été le cas. Et bien sûr, l'autre surprise, c'est l'association Valais Omnisport qui a pris la deuxième place. C'est la belle opération. Très belle opération
qualification. journée de la Métallurgie Ligue 1. Parce que les Valley Boys sont allés battre qui Béquet à Kandy 2-0. Il faut quand même saluer cette performance des Valley Boys, les poulains, les protégés sinon les poulains de Chito Rachad font une très bonne opération. Sur les 4 derniers matchs, c'est 8 points pris par ce club et seulement un but encaissé, 4 buts de marqués. C'est à saluer. Non, mais c'est des prestations qui vont ramener les gens et le public au stade parce que ça s'équilibre. On voit qu'il y a du jeu et les clubs, même s'ils sont derniers, ils peuvent faire les résultats, ils peuvent vraiment défier les autres et ça donne envie et je crois que c'est bon pour le football béninois. Et l'autre résultat qu'il faut signaler ici, c'est la victoire des Oranges et Noirs. Les Dragons de l'OM ont battu ou ont enfoncé simplement l'AS Tonnerre, le club du peuple. Enfoncé, je peux dire qu'ils ont retourné l'AS Tonnerre à sa place parce que la présidente de l'AS Tonnerre s'est réveillée un peu en faisant couler Upi Wanem et donc son coach était même parti. Donc oui, ils ont remis le pendule à l'heure parce que depuis plus de pratiquement 5 ans, l'AS Tonnerre a toujours pris le dessus sur Dragon et donc à domicile, ils ont réglé l'affaire en 5 petites minutes. 3e minute, premier but, 5e minute, 2e but, je peux dire qu'avec un seul joueur, Folik Badogan, et plus rien n'a été, je peux dire que les Dragons, écoutez, ont remis les pendules à l'heure, pourquoi pas. L'autre équipe qui s'est réveillée et qui n'a plus sombré lors de cette 7e journée, c'est Real Sport de Parakou. Le promu a battu la jeunesse sportive de Koubert 1-0 sur ses installations. Au classement, nous avons Esaü qui garde les commandes avec 13 points au compteur plus 3. Asvo suit avec 12 points plus 4. Nous avons en 3e position 3 équipes qui disposent de 11 points chacune. Il s'agit de Aïma qui a un goal average de plus 4, Dragon plus 3 et Buff FC du Borgou plus 2. Et en bas du classement, il y a Dynamo qui a pris une bouffée d'oxygène, qui a laissé l'antenne à Upi ONM. Upi qui a été tenu, je ne sais pas, énergie, ils ont partout. Et il faut saluer la bonne performance de Aïma qui est allé tenir l'échec les Buffs. Mené 1-0, ils ont égalisé avant la mi-temps. Comme à Azo, Aïma a également fait une très bonne opération avec son coach Hubert Montfort. Mais il est à signaler qu'après cette journée, il y a 3 équipes qui n'ont pas encore connu de défaite. Aïma, Dragon et Buff. Et, oui. comme le hasard, les 3 occupent sous la 3e place. Ah oui, c'est ce qu'on peut souligner par rapport à tout ce que ces clubs-là produisent parce que c'était le week-end où entre même Aïma et Buffle, on attendait à voir un club se détacher, mais les deux se sont encore tenus la main et ils ont fait nul. Il faut reconnaître quand même que c'est des clubs qui ont quand même des ambitions pour cette saison. Donc, sûrement que la Madeleine n'a pas encore vraiment pris à tous les niveaux. Mais moi, j'ai tenu à faire une petite remarque. Quand Dynamo bat JSP qui avait battu Real Sport. Real Sport bat JSP avait battu le leader. Ça veut dire que ça se tient quand même. C'est pas parce qu'ils sont au fond du classement qu'ils ne peuvent pas faire du jeu. Donc, pour moi, ça donne beaucoup d'intérêt. Lors de la prochaine journée, la 8e journée, nous aurons un alléchant Aspac, Association sportive du port autonome de Cotonou, Dragon FC de l'OM. Ce sera au campus d'Abomey-Calavi. Oui, cette rencontre-là, parce que Aspac qui sort d'une défaite du côté de Parakou, alors que Dragon va chercher à bonifier, parce que 2 matchs, 2 victoires en déplacement. La dernière fois, c'était sur le terrain du campus face à Énergie qu'ils ont remporté. Donc, ils repartent là-bas, certainement, avec l'ambition, de confirmer, d'enchaîner. Alors que l'Aspac va chercher à, pourquoi pas, montrer que c'était juste un faux pas qu'elle est allée faire du côté de Parakou et pourquoi pas bonifier sa remontada contre l'USS Craqué sur les mêmes installations. Duel entre équipes mal classées dans ce championnat. AS Tonnerre et Dynamo de Parakou. Dynamo qui a remporté sa première victoire lors de la journée précédente. Nous aurons Aïma Péké, c'est également un duel à suivre de près du côté de Misrete. Ce sera le 8 décembre prochain. Rapidement, Aïma qui, depuis
les matchs joués contre les clubs, excusez un peu, venu de cet entraîneur, n'a pas encore perdu parce qu'ils ont été titillés Panthère à Toukouma. Contre les Buffles, c'est toujours nul. C'est un nul. Ils ont battu Real à domicile. Dynamo, non, Real de Paraco. Dynamo. Ils ont battu Dynamo, pardon. Oui. Non, Dynamo, c'était à Paraco. Ils ont battu. Ils ont battu Real à domicile, 2-0 à Misrete, et donc ça sera le 5e club du septentrion, donc contre lequel ils n'ont pas encore perdu, et quand même ils ont pris, pourquoi pas, 8 points, et donc ce serait très intéressant de voir Ayema contre Beke. Très intéressant ce match-là. Nous aurons également à l'affiche SVO du président Marcelin Bokové qui va recevoir les Buffs du Borgo. Ce sera à Misrete, mais le samedi prochain. Pendant ce temps, ESAE sera en compétition africaine. Sa rencontre face à l'UPI ONM est reportée pour une date ultérieure. En Ligue 2, rapidement, on va prendre les résultats de la Ligue 2 rapidement. La Ligue 2 avec le réveil de Espoir FC de Savalou. Espoir qui a battu Avrancourt Omnisport sur le score de 4 buts à 2. Les protégé de l'honorable Augustin Aranguebla qui encaisse 9 buts en 2 matchs. Oui, je peux dire que je ne suis pas bien remis de cette défaite-là contre Cavalier, je crois, 5-0. Donc ils ne se sont pas bien remis, et c'est pour cela qu'ils ont encore pris 4 buts à 2. Donc c'est un peu décevant pour ce club-là, même si l'autre précédent Journée avait également battu Tanika 4 buts à 2. Donc on peut dire que c'est des résultats en dents de scie pour AO, qui quand même avait bien démarré en allant battre Rodio. On s'en souvient de ce match-là. Moi, je note quand même que c'est des matchs assez prolifiques et on a besoin de voir les buts. Il faut que ça se répète en Ligue 1 également. Pour que oui, surtout qu'il faut dire il y a une équipe dont on va parler ici. C'est Dynamo FC Dahomey qui a peiné dans la vie. Alors, Ligue 1 2018-2019, mais cette équipe en deuxième division a commencé timidement, mais comme un moteur diesel, la performance ou les performances s'enchaînent pour Dynamo. 4 buts à 1 face à qui? Face à Nadjer Daplaroué pour conserver le fauteuil de leader. Oui, Dynamo, il faut quand même dire que, comme vous l'avez dit, c'est devenu un rouleau compresseur. Il broie presque tout sur leur passage. On ne s'attendait pas à cette équipe-là. On s'attendait à voir Espoir, on s'attendait à voir AS Cotonou, Rodio. Mais surprise pour surprise, c'est bien sûr Dynamo qu'on voit. Donc voilà, bon vent à cette équipe-là. Si elle peut continuer comme ça, et pourquoi pas finir champion, tant mieux. On a vu Real Sport de Paraco faire pareil, mais qui s'est vu souffler le titre de la dernière journée par Dynamo de Paraco. Non, mais ça prouve qu'ils n'ont pas digéré le fait qu'ils soient descendus en deuxième division. Donc ils mettent les petits plats dans l'écran pour retrouver l'élite du football. Pourquoi pas. Promu en Ligue 2 cette saison, Entente FC de Kandy a pris ses marques et continue d'enchaîner les victoires. 3 buts à 1 face à l'Estado de l'ancien entraîneur de Aspac Football Club. Oui, Ibourahima Aboudou, c'est un bon joueur. On sait qu'il fait un très bon travail. Je ne sais pas ce qui se passe. Le club est dans le vent du classement. Bon, écoutez, 3-1 face à Entente. Ici, quand on voit que Entente est venu battre Éternel ici, également un autre promu, on peut quand même dire qu'il y a un travail qui se fait du côté de Entente de Kandy. Et pour continuer cette émission, nous restons toujours au niveau du football, mais au niveau des partenariats. Aujourd'hui, il y a eu une séance de travail entre le ministre des Sports, entouré de quelques-uns de ses collaborateurs directs, et une délégation de la Fédération internationale de football, association FIFA, conduite par Véron Moussango Omba, le directeur Afrique Caraïbes de la division des associations membres. Vous étiez là-bas à Arnaud Akakou, mais
avant votre intervention sur ce mémorandum qui prend désormais corps pour la promotion du football à l'école. Suivons ici ce compte rendu. Près de 11 mois après la signature historique du mémorandum d'entente sur le sport à l'école entre le gouvernement béninois et la Fédération internationale de football association FIFA, ce partenariat prend corps. Les deux parties se sont retrouvées ce mardi 3 décembre 2019 au ministère béninois des Sports pour jeter les bases de la mise en œuvre du partenariat lors d'une séance d'échange conformément aux dispositions de la Convention. Le plan pratique, d'abord, il y a plusieurs volets. Il y a la volet de remise en état des surfaces de jeu, de la formation des encadreurs que le responsable technique qui est avec nous de la Fédération française vous en parlez plus en détail, et puis la fourniture des équipements sportifs aux écoles. Ouais. Pour l'exécution du programme Football for School au Bénin, l'un des pays pilotes, la FIFA et l'État béninois vont bénéficier de l'accompagnement de partenaires techniques et financiers tels que l'Agence française de développement AFD et la Fédération française de football, la 3F. Et la bonne nouvelle, c'est qu'entre la signature de cet accord et la date de cette réunion que nous tenons, il y a eu une très belle évolution. La FIFA a également signé une convention avec l'Agence française de développement et avec la Fédération française de football. Et donc en venant ici à Cotonou, la FIFA s'est fait accompagner de la Fédération française de football et de l'Agence française de développement pour voir de manière globale comment est-ce que le Bénin, qui est désormais l'un des pays pilotes et le tout premier d'ailleurs de ce programme, pourra entrer dans la phase opérationnelle ensemble avec ses différents partenaires. L'AFD et la 3F sont disposés à œuvrer pour la promotion des valeurs éducatives du sport dans les écoles béninoises. Alors en fait, comme l'AFD est très présente, comme je vous le disais, sur le secteur de l'éducation, on finance la construction de plus de 1000 salles de classe. On va voir avec le ministre des Sports et son homologue de l'enseignement secondaire comment on pourrait capitaliser et utiliser les projets en cours en matière d'éducation pour y ajouter une dimension football, une dimension sport. On sait qu'il y a du talent partout, on sait qu'il y a des savoirs partout. Et notre idée, c'est justement de faire émerger ces savoirs, de faire émerger ces talents, pour que chaque pays développe ses propres systèmes, que ce soit de formation de cadres, de formation de joueurs. Et comme ça a été très très bien introduit par le ministre des Sports, c'est un projet global. Et nous, on intégrera et puis on proposera à la demande tout notre savoir. La prochaine étape dans la mise en œuvre du programme Football for School au Bénin va se dérouler en janvier 2020 au siège de la FIFA à Zurich avec la signature de l'accord spécifique. Le 10 janvier, c'était déjà historique que la FIFA entre en partenariat avec un gouvernement. Aujourd'hui, on peut dire que ce n'était pas qu'un effet d'annonce, mais que c'était de la réalité, que derrière, il y a eu du travail qui se faisait. Oui, effectivement, on se souvient de cette visite un peu fastidieuse de Gianni Infantino. On se disait que c'était la campagne et tout. Voilà, ils avaient annoncé ce mémorandum jamais fait au monde et c'était pour la première fois aujourd'hui. On entre petitement dans la phase active parce que ces émissaires de la FIFA et de la Fédération française de football, bien sûr accompagnés de l'Agence française de développement, pour donner une forme, parce qu'ils ont dit que ce sera de l'assistance technique, ce sera de l'assistance en infrastructure et bien sûr de l'accompagnement financier pour donner de la crédibilité à ce qui a été fait. Donc forcément aussi le projet qui considère avec Football for School que la FIFA avait mis en place. Donc on voit que c'est déjà très détaillé. Dans la suite, ou dans votre suite, le ministre qui ira en janvier prochain pour aller paraffer la mise en pratique, la mise en œuvre de ce projet-là, on peut que saluer et dire que, écoutez, ça avance de ce côté-là. Et surtout que le directeur Afrique-Caraïbes de la division association membre de la FIFA, Mozango, Véron Obama, il a bel et bien dit, dès que l'accord spécifique sera signé, le projet va prendre son envol automatiquement. Surtout que la FIFA veut s'appuyer
sur ce qui se fait déjà au Bénin, le projet des classes sportives lancé par le gouvernement du président Patrice Talon. Oui, mais je crois qu'il faut reconnaître là le mérite du gouvernement béninois qui a à cœur quand même de changer un peu la donne en initiant ce projet des classes sportives avec les moyens de bord et donc à la recherche de moyens pour soutenir le projet. Ce contrat va voir le jour aujourd'hui et je crois que c'est à noter, c'est à l'actif de ce gouvernement qui veut quand même que les choses changent. C'est vraiment pratique, c'est pragmatique et comme c'est le Bénin qui, le premier, entre dans un accord de ce genre-là, je crois qu'il faudrait que les Béninois puissent vraiment lui donner une belle forme. Et ça va se copier après, mais il faut que ça puisse changer un peu le classement du Bénin dans le football, que ça puisse permettre au Bénin d'avoir des talents et de faire du résultat à tous les niveaux. Et pour descendre doucement de ce plateau, le Ballon d'Or 2019, c'est l'actualité du moment depuis ce lundi soir avec cette 6e récompense décernée à l'attaquant argentin du FC Barcelone, Lionel Messi. Et la Pulga, c'est bien ça. La Pulga entre davantage dans l'histoire de cette récompense à Nouakchott, mais c'est au détriment des fans de Sadio Mané, crédité d'une saison de belle facture avec Liverpool, où le Sénégalais a remporté notamment la Ligue européenne des champions, la Super Coupe d'Europe avec un doublé à la clé lors de cette Super Coupe d'Europe à Nouakchott. Pourquoi vous souriez? Non, mais écoutez, oui, Lionel Messi est entré dans l'histoire parce que il a 6 titres de Ballon d'Or, c'est un trophée individuel. Oui, c'est vrai. Sadio Mané, vous n'avez pas ajouté qu'il est vice-champion d'Angleterre de la Première Ligue. Vous n'avez pas ajouté qu'il est co-meilleur buteur de la Première Ligue, 22 buts sans penalty, bien sûr. Mais seulement vice-champion d'Afrique. Oui, vice-champion d'Afrique en plus. Donc seulement que Messi n'est que 3e avec un carton rouge à la clé pour la Copa, quand on prend le pendant de la CAN du côté des Amériques, quand on prend la Coupe, la Ligue des Champions et que Messi est éliminé par Sadio Mané et son Liverpool, et que Messi n'a même pas gagné la Coupe du côté de la Liga, seulement que les critères, c'est vrai, quand vous avez Ballon d'Or, il y a 3 critères. Ils ont un critère, le premier critère c'est bien sûr la performance individuelle, on parle de performance individuelle et collective. Deuxième critère, c'est la place du joueur. D'accord, talent et fair play. Troisième critère, on parle de carrière du joueur. Et donc, on a compris. D'accord, c'est la classe du joueur. J'ai pas fini. J'aurais voulu même que Mané gagne, sinon même Van Dijk. Mais quand vous prenez les points engrangés par ces joueurs, Lionel Messi, il n'a que 686 points. Alors que Van Dijk, deuxième, 679 points. Il y a combien de points qui les séparent? 7 points seulement. Mané, quatrième, 347 points. Quand vous prenez le top 10, il y a 4 joueurs de Liverpool dans ce top 10-là. D'accord? Alisson Becker, un gardien de but, il est 7e, 67 points. C'est vrai, c'est pas assez, c'est même pas 100. Et puis, qui déjà? Salah, 170 points. D'accord? 5e. D'accord? Et quand vous les prenez, les votes de Liverpool ont été éparpillés. Juste Van Dijk et Mané, les deux, si ceux qui ont voté pour Mané ou Van Dijk ont voté l'un pour l'autre, c'est qu'ils dépassent largement. Ils auraient pu, pourquoi pas, avoir 1000 points et dépasser Messi. Mais il s'est fait que les votes des Liverpooliens ont été éparpillés sur ces 4 joueurs. Alors que Messi, peut-être, il était le seul parmi le top 10 en Espagne, le seul à Barcelone et le seul en Argentine. Écoutez, c'est une logique que cela aille à Messi. Deuxième aspect qu'on ne voit pas, on parle de carrière de joueur. Tout au moins, il y a le côté affectif. Certains votent, ce sont des hommes qui votent. Et donc, si ce sont des hommes qui votent, il y a l'affection. Demandez aujourd'hui, excusez, on va faire un peu de politique, qu'on prend Talon, qui n'est plus de ce monde, Boni Yahi et puis Landa, vous allez voter pour comme président, ils vont choisir quelqu'un. Il aura le meilleur sondage, surtout, alors qu'il n'est plus vivant.
les gens votent affectif. C'est ça la différence. Oui, il n'y a plus de logique. Non, ce qui fait le plus mal aux Africains et surtout à certains journalistes et consultants sportifs, c'est le fait qu'on retrouve Sadio Mané en 4e position. Il n'est même pas sur le podium de cette distinction. Il y a un certain Cristiano Ronaldo qui se retrouve 3e. C'est comme l'a dit Habib Beye, Mané n'a pas remporté le Ballon d'Or 2019 parce qu'il est africain. Vous partagez ça? Je ne sais pas ce qui vous a inspiré à parler Il a répété en me donnant la parole. Je l'ai cité simplement. Mais je me suis senti pleinement dans les propos de Habib Beye quand j'ai suivi cette émission. J'avais un peu mal au cœur. Moi, je ne sais pas forcément que Sadio Mané va gagner, Sadio Mané va gagner, mais le retrouver 4e, moi j'ai eu un pincement au cœur parce que quand moi je compare sa saison à la saison de Cristiano Ronaldo, je crois qu'il y a quelque chose là. Et comme Arnaud l'a dit, c'est le côté affectif qui est revenu. Et les Français nous ont tellement vendu ces championnats que nous ne connaissons même plus nos joueurs, nous ne connaissons que 2 joueurs. C'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et il a dit, Habib Beye l'a dit, les Africains ont plus voté pour Messi et tout ça que pour Sadio Mané. Donc c'est pas eux. Eux, ils auraient pu changer quelque chose, mais ils n'ont pas voté pour eux. C'est que nous n'avons pas pu vendre les nôtres. Les Africains n'ont pas valorisé. Pourquoi ils n'ont pas tous voté pour Salah et pour Sadio Mané? Ils n'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils ont contribué à ce qui est arrivé. Ceux dont ils vont se plaindre eux-mêmes, ils l'ont fait de leur main. Même mieux à Liverpool. Même l'entraîneur de Liverpool qui penche pour Van Dijk, je suis... Moi, ça me gêne. Là, on prend les statistiques. En première ligue. Il a raison de dire que c'est parce qu'il est un Africain. Non, mais on va. J'aurais vu 2e. Rapidement, il faut quand même dire devant Cristiano, ça me suffisait largement. En Angleterre, Van Dijk, c'est lui qui a été élu meilleur joueur de Liverpool la saison. Oui. Meilleur joueur de pas Barclay, de la première ligue, parce que c'est plus Barclay. Et donc, logiquement, le coach de Liverpool ne peut que voter pour Van Dijk. On pourra juste retenir ici que comme son aîné Samuel en voyant Didier Drogba aux commandes, comme maître de cérémonie, je savais qu'un Africain ne pouvait pas gagner. C'était la note de consolation. Comme son aîné Samuel Eto'o-Fils, Mané peut se consoler avec les encouragements et peut-être les critiques de ses frères africains, parce qu'en 2006, Eto'o était au sommet de son art, une Ligue européenne des champions remportée avec le but égalisateur contre Arsenal à la 76e minute pour être plus précis, mais au finish c'est le défenseur Caravano en temps transféré au Real qui a remporté cette distinction, puisqu'il avait en temps remporté la Coupe du Monde en 2006 face à la France avec ce que vous savez, Materazzi, Zidane. Pour terminer, le coup de boule pour terminer totalement cette émission, nous allons vous dire que le Portugal a remporté son 2e titre de champion du monde de beach soccer ce dimanche contre l'Italie. Les Portugais ont battu les Italiens 6 buts à 4 pour soulever le trophée. 6 buts à 4? Oui, 6 buts à 4, c'est beach soccer. 5 buts à 4? 6 buts à 4. Okay. 6 buts à 4 pour soulever ce trophée. Et derrière, pour la petite finale, c'est la Russie qui a battu le Japon 5-4. Il faut préciser que dimanche prochain, pour achever, chers amis internautes, vous qui résidez dans la ville capitale Porto-Novo, effectuez massivement le déplacement pour soutenir Esaïe Football Club qui croise les crampons avec un grand nom du continent, un grand nom de la République démocratique du Congo, Daring Club Mutima Pembe, même si cette équipe n'a pas une carte de visite tout aussi impressionnante que celle de la Renaissance sportive Berkane en compétition africaine. Mais les Congolais restent peut-être un danger. Il faut qu'on évite
leur piège. Donc, venez massivement pour supporter les vôtres, pour les accompagner à la victoire, pour se relancer dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020, sportivement vôtre.